Hello, bonjour. Oui, bah comme d'habitude, hein, je vais pas refaire le même discours à chaque fois de oui, ça fait longtemps, j'essaie d'être régulier, mais oui, mais voyez-vous, la vie, et puis Paris, et puis Macron, et puis tout ça. Voilà. Vous savez, je sais, on se connaît maintenant, on va arrêter de tourner autour du pot. J'espère que vous allez bien. Oui, non, non, oui, très bien. Désolé, il fait très chaud, du coup j'ai l'impression que ça monte à la tête. Et j'ai l'impression que je suis un peu high, ce qui est pas plus mal vu l'état du monde. Mais... Et puis en plus c'est gratuit quoi. C'est gratuit. Pas besoin d'appeler un dealer. Bref, le soleil. Je dis n'importe quoi. On y va. Je suis très content de enfin refilmer une vidéo. J'avoue que, bon, comme vous pouvez le voir, je suis même pas, toujours pas chez moi en fait. Je vis une vie de troubadour, mais de troubadour bobo, genre de troubadour qui est en mode je veux bien passer d'habitat en habitat et de genre mais minimum la fibre et minimum matcha le matin, voilà. Donc fini les troubadours de l'époque en Sarwell qui font du jonglage. Maintenant les troubadours prennent des vélos électriques et boivent du matcha le matin. Oui. Du coup là je suis bah c'est rien que je dise où je suis vu que Je, je suis à Paris. Encore dans la capitale, oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, parce bref. Je vais aller me nourrir culturellement et je vais aller faire des musées, je pense. Bien que si j'avais vraiment envie de me nourrir culturellement, il suffirait que je scrolle sur TikTok ou que j'aille regarder dans les commentaires de vidéos YouTube pour en apprendre beaucoup plus sur qui nous sommes en tant que société plutôt que d'aller dans une énième fondation privée qui exposent des artistes qui sont exposés non pas tant pour leur travail, mais pour leur cote en bourse, histoire qu'ils restent à ses côtés pour que ces bourgeois puissent... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? euh, commençons. Il n'y a aucune inspiration derrière cet outfit. Je porte un t-shirt de scie, j'essaye de m'élever socialement euh, et de comme ça, continuer à cosplayer un peu, espèce de cool kids. Faudrait que je fasse du skate, peut-être. Euh, mais franchement, faire de la planche à roulettes, c'est... Bref. J'aime bien marcher. C'est un bon moyen de transport. Je voulais parler de Secret Story, oui. Moi, écoutez, je ne suis pas trop... C'est pas que je suis pas trop télé-réalité, j'ai ma phase, comme beaucoup de gens. Il y a des choses que j'ai regardées, je connais mes classiques, je connais les refs, notamment Les Anges, les premières saisons de Secret Story, celles qui ont pu voir naître une espèce de phénomènes culturels comme Eddie, Anaïs, Marie, Aurélie, Amélie, euh, Ayem, Ayem, euh, et je dois en oublier plein d'autres, mais il y en a plein d'autres. Je sais plus comment il s'appelle ce duo de gays blancs. Bref. J'ai un peu regardé à ce moment-là. Et puis les anges aussi, c'est vrai que les anges, beaucoup de clash, beaucoup d'embrouilles. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, à l'ancienne, là, je regarde plus. Je sais même pas si ça continue, pour être tout à fait honnête. Voilà. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai regardé la série qui parle de la création du Loft. Loft Story, Loft, bref. Donc l'ancêtre de Secret Story, qui est une série sur Amazon Prime, si je dis pas de bêtises, je sais plus comment elle s'appelle. Mais vous tapez Loft, série Amazon, ça va arriver. Et je suis sûr que je vais m'en rappeler, mais pendant ce podcast, c'est sûr. J'ai regardé cette série qui était pas trop mal, honnêtement qui était bien, mais je pense que c'est le sujet moi qui m'intéressait énormément, du coup, parce que je suis pas objectif en soi, la série en elle-même, en vrai est bien. C'est une série française.
écoutez, oui, le casting est plutôt bien. Si le sujet vous intéresse de télé-réalité, comment ça arrive en France, etc., je vous conseille cette série qui n'a pas de nom. Ouais. Tout ça fait que quand j'ai cru comprendre, entrevoir qu'une nouvelle saison de Secret Story allait commencer, je me suis dit, ça m'intéresse pas. Et pourtant, je suis obligé de regarder. Je suis obligé de regarder parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans le paysage culturel et surtout comment cette émission qui est là depuis des années, comment elle survit en fait. Comment elle survit à toute cette concurrence de nouveaux contenus euh, bien plus trash, du coup bien plus attirants euh, sur les plateformes et surtout parce que la télévision meurt en fait. C'est peut-être moi qui vis dans une boîte, mais j'ai quand même envie de vous dire qui regarde la télé en fait, à part les personnes âgées, et je suis pas sûr que les personnes âgées soient la cible de Secret Story, quoique, et je pense pas. Tout ça fait que j'ai regardé, et surtout j'ai regardé, euh, comment dire, j'avais mon petit carnet, mon stylo, prêt à noter tout, voilà, j'ai mes notes sous mes yeux. Donc j'ai regardé ça de 23h à 5h du matin, il y a 2 jours, et le soir de la fête de la musique, pendant que tout le monde était en train de twerker. Je travaillais, je faisais des études sur donc, les 2 premiers primes de Secret Story, et puis j'ai regardé quelques quotidiennes, parfois un peu en accéléré, je vous mens pas. Et puis j'ai un peu traîné sur Twitter, histoire de un peu voir aussi d'autres extraits, pour me faire un vrai avis. Je je vais pas je vais pas aller par quatre chemins. Je suis très déçu TF1, TFX en démol, que sais-je. La production, si vous m'entendez, je suis très très déçu. En vrai, je m'attendais à rien. Je m'attendais à rien, bien que j'avais quand même ce souvenir des anciennes saisons quand même de Secret, que la saison d'avant, de l'année dernière, apparemment a été un énorme flop. C'est pour ça que ça m'étonne aussi qu'ils retentent encore cette année. Bon, aussi, je pense que parce que dans le paysage télévisuel, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de création. On tourne en rond et que je pense que surtout qu'il y a une espèce de peur de s'engager sur des nouveaux concepts. Tout le monde est très frileux, tout le monde veut recycler. Et donc, on se retrouve avec Secret Story, saison je sais pas combien, comme on se retrouve avec Grey's Anatomy qui n'est toujours pas fini et qui a sa 22e saison, un truc comme ça. C'est dingue. Donc, honnêtement, en fait, les 5 premières minutes du coup du premier prime, enfin, vraiment du premier épisode, entre guillemets, m'a vraiment. J'étais vraiment hypé. J'étais hypé. J'étais presque content pour la télé, j'étais presque content pour l'émission. Je me suis dit, mais c'est dingue, ils ont vraiment tout compris. Parce qu'en fait, un peu le début, bon voilà, ils te disent, voilà, bienvenue dans cette nouvelle saison, blablabla. Et la nouveauté pour cette saison, c'est qu'en fait, vous aussi, vous aurez accès aux coulisses de l'émission. Et donc, ils nous montrent les caméras qui filment la maison, une espèce de coups de fil comme ça, dans les bureaux de la prod, et puis les écrans d'ordi avec les enregistrements des candidats, de que sais-je. Donc, en fait, un vrai accès aux coulisses. Incroyable, et surtout très contemporain. Bref, très méta. Je me dis, c'est génial. Et puis, étant donné que j'avais vu aussi cette série il n'y a pas longtemps, qui va me revenir le nom, hein, toujours, bref, la série d'Amazon Prime, qui du coup avait donné accès, mais via une série, donc c'est pas de la fiction, mais via un autre format visuel qu'une émission télé, euh, m'avait déjà donné un peu une espèce d'accès à comment ça marche, comment ça a été créé,
comment le casting se passe, comment les gens sont filmés, quelles sont les problématiques de droit d'auteur ou de légalité en termes de contrat, quels sont tu vois, des gens sniffer des trucs en coulisses, la prod, les questions morales, bref. Bah, c'est ça, moi je pensais qu'on parlait de ça en fait. Quand on me dit on va tout vous montrer, même les coulisses, je me dis mais c'est génial, on est en 2025. Évidemment que là il va falloir nous donner à manger en fait, parce que la vieille formule Secret Story elle ne marche plus. Elle ne marche plus, je suis désolé. En tout cas, moi elle ne m'intéresse pas. Mm. Et donc, en fait, en regardant en continuant de regarder du coup le premier Prime, la partie 1, la partie 2, et puis le second Prime, je me rends compte qu'en fait, l'accès aux coulisses, en gros, c'est quoi? C'est la prod qui est filmée, mais qui est filmée euh, comme un vlog très professionnel, on va dire. Un peu une espèce de mini-réunion. Il parle des candidats. Ça ressemble un peu à Plus belle la vie, je sais pas, c'était bizarre mon film. Je me dis, ok, c'est ça, les coulisses, d'accord, très bien. Et voilà. Et je suis en mode, mais en fait, si vous voulez jouer la transparence, parce que c'est vraiment, ils ont un peu forcé sur ce concept-là, en mode c'est nouveau, voilà, c'est exclusif et tout. Mais faites-le à fond, en fait. Moi, je veux voir les process de casting, je veux voir des parents déçus, dégoûtés que leur enfant soit filmé. Je veux voir des contrats de travail. Je vais voir des contrats de travail en fait qui sont signés, des négociations. Je vais voir les chèques. Je vais voir combien sont payées ces personnes, comment c'est négocié. Moi, je veux voir le l'audimat. Je vais voir l'audimat, c'est-à-dire combien de personnes ont regardé la première émission, comment. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les candidats, pareil. Moi, les candidats, j'ai envie de voir leur compte Twitter, leur compte Insta. Je vais voir leur republication TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on joue le truc des backstage, des coulisses de l'émission, blabla, autant aller à fond dans un truc qui est intéressant. Et donc, je pense que l'émission a essayé de faire quelque chose que les gens, que les téléspectateurs, notamment sur les réseaux, notamment Twitter, faisaient déjà en fait depuis des années. Comme quoi vraiment le public et le peuple inspirent les, les, les productions comme ça qui ne créaient plus rien en fait, parce que ça existait déjà sur internet. C'est en fait c'est tous ces gens qui en fait fouinent un peu les profils des, des candidats, etc. et qui sont en mode vous avez vu que lui en fait il a republié des TikTok de Jordan Bardella et tout. Non, non, non. Moi, c'est ça que je veux voir dans l'émission. Moi, c'est ça, c'est cette transparence-là que je veux voir. C'est ces coulisses-là, en fait. Je, je veux. En fait, et c'est peut-être le problème un peu global que j'ai peut-être noté sur cette émission, c'est cette émission est devenue tellement lisse, et au-delà de ça, est pour moi vraiment un signe. Et je sais que tout le monde aime trop dire ça sur Twitter, mais c'est littéralement un signe de la montée du fascisme. Ouais, je le dis. Et c'est la star académisation de cette émission qui est censée quand même. Pourquoi tout le monde est blanc? Oh, pourquoi tout le monde est blanc dans cette émission? Pourquoi il n'y a que des blancs qui vivent à Bali? Pourquoi il n'y a que des digital nomades et puis genre des gens de Paris et de que sais-je? En fait, j'ai l'impression, je pense que le plus gros problème, c'est cette espèce de. En fait, il y a un problème avec le casting. Et le problème, c'est pas les candidats en soi, individuellement et tout. Ils ont l'air très sympas, vraiment. Et puis, il y a aussi deux, trois pépites, j'en parlerai. Mais être directeur de casting, faire un casting, euh... je parle comme si je connaissais et tout, mais c'est un vrai métier, en fait. C'est un vrai métier. C'est un espèce de truc subtil, de longue haleine, sur la longue durée, de voir à travers une personne, à travers des mots, à travers un comportement, à travers
une manière de bouger, je sais pas, une aura, et de déceler chez quelqu'un quelque chose et de dire, toi, tu feras un très bon candidat. Toi, tu as ce truc qui est très... euh, qui est pas palpable, c'est très flou, c'est assez abstrait, mais je le sens. Je le sens que toi, tu vas être bien. Et c'est ce talent-là, ce flair-là qu'ont eu les directeurs de casting ou les casteurs, que sais-je, quand ils ont découvert une Loana, quand ils ont découvert un Eddie, quand ils ont découvert une IM, quand ils ont découvert, je sais pas, j'allais dire Amélie Nothomb, Amélie Nothomb, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce talent-là. Et je pense peut-être que ça se perd, je sais pas. Euh, et donc, on se retrouve avec un espèce de casting très lisse. Et vraiment, j'étais en mode, mais je sais pas si je regarde Secret Story ou si je regarde The Voice. Ou Fort Boyard, peut-être. Fort Boyard, peut-être. Et je dis pas que je veux quelque chose de trash à la Frenchy Shore, pas du tout. Mais en fait, il faut que... En fait, si on veut un bon scénario qui s'improvise du coup de quotidienne en quotidienne, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le concept de télé-réalité, entre guillemets. Parce que tout le monde est en mode culture du vide, Oula. Culture du vide. Télé-poubelle, oui. Mais scénaristiquement parlant, désolé si c'est moi qui suis un peu chiant et qui... Je veux pas intellectualiser des trucs nuls, mais c'est juste... Oui, scénarasti... 1, 2, 3, en termes de scénario. C'est intéressant de voir quelque chose qui se construit au fur et à mesure, et c'est comme un jeu de cartes en fait. C'est comme un jeu de cartes Magic ou Yu-Gi-Oh! Qui en fait construit son lore deck après deck, carte après carte, et qui crée un énorme univers. Bah là c'est pareil, c'est une espèce de grande narration qui se construit entre des gens qui tissent des liens différents et qui donnent des possibilités narratives. euh, et ça, on le voit sous nos yeux et personne ne peut le prévoir. En tout cas, la prod peut diriger et peut un peu forcer aussi, évidemment, pour arriver à certaines fins. Mais ce qui est ultra intéressant quand même dans ces émissions, c'est une espèce de scénario improvisé qui se construit sous nos yeux. Euh, et le problème, c'est que pour que ce soit intéressant, il faut qu'on ait des candidats intéressants, en fait. Il faut qu'il y ait des profils intéressants, et surtout, il faut des profils qui se frictionnent. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se frictionnent, qui coexistent, mais difficilement, mais qui coexistent quand même. Et c'est aussi le côté un peu vicieux de ce type d'émission en fait, pour que le concept marche, il faut, euh, il faut que les personnes coexistent mal, plus ou moins, entre elles. Parce que sinon, c'est trop lisse, c'est une colonie de vacances. Est-ce qu'on a envie de regarder une colonie de vacances? Non. Et encore une fois, c'est pas une manière de dire je veux du trash, je veux du clash, etc. Mais c'est juste que je veux voir notre espèce humaine dans sa complexité et aussi dans ses contradictions et dans, dans quelque chose qui, en fait, ne peut avoir lieu que dans cette maison, que dans cette émission, que dans ce concept, en fait. Parce que ce sont des gens qui, normalement, ne se seraient jamais croisés, ou même, qui ne sont même pas dans les mêmes algorithmes, vous voyez? Et là, c'est peut-être le seul moment où, en fait, on prend des personnes d'algorithmes totalement différentes, qu'on les met dans une maison, genre. Et je dis pas, là, j'ai l'impression de parler de Secret Story comme si c'était une œuvre, une grande œuvre de sociologie. Quelque part, ça l'est un peu, mais faut prendre ça avec des pincettes. Mais en termes de sociaux, évidemment que c'est intéressant, je vous apprends rien. Bref, du coup, j'ai trouvé ça... C'est ce qui a fait que tout était très plat, et très lisse, et euh, très ennuyant, en fait. Et vraiment, je suis pas quelqu'un qui a un trouble de l'attention, qui a du mal à
à faire une chose à la fois, quand je regarde un truc, et même si c'est un truc très ennuyant, vraiment, même quand c'est un truc très ennuyant, j'arrive pas à faire autre chose. C'est-à-dire que vraiment, je me concentre et je vais pas être sur mon téléphone en même temps en train de traîner, etc. Et là, vraiment, je regardais, mais je me disais, mais il reste combien de temps là? 1 heure, ok. Mon présentateur, je peux en parler, c'est accessoire, mais je pense qu'il faut peut-être trouver quelqu'un d'autre, je sais pas. Euh, et donc, du coup, voilà, tout est très plat. Et quand je dis que c'est un peu un signe de la montée du fascisme, c'est que j'ai comme l'impression, et c'est peut-être genre l'impression finale que j'ai eue, que, en fait, je sais pas comment dire, c'est comme si Secret Story, c'était embourgeoisé. C'est vraiment l'embourgeoisement de Secret Story. Pourquoi on a des gens, et je suis un peu... pourquoi il y a autant de gens de classe sociale quand même élevée? Et je dis pas que normalement c'est un truc de classe populaire, etc. Évidemment, il y a quand même une espèce de truc très vicieux, en fait, de mettre des gens de culture populaire dans cette maison-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi cette espèce de carotte de récompense de 100 000 euros ou de que sais-je, et puis même de célébrité, en fait, et de porte de sortie pour... et donc, on aurait cette espèce de côté un peu presque Hunger Game, de genre... de la bourgeoisie, en fait, qui regarderait des pauvres dans une arène en train... Mais c'est pas le cas, en fait. Parce que c'est une émission qui n'est pas faite pour la bourgeoisie. C'est une émission qui est faite pour tout le monde. C'est pas un truc de bourgeois de regarder Secret Story. C'est un truc presque même très populaire, finalement. C'est ce qui fait de base, je pense plus aujourd'hui, mais ce qui fait de base la force de cette émission, c'est que peu importe quand même la classe sociale, tout le monde regarde. Plus ou moins. Euh, mais souvent, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est les exemples qu'on a eus euh, de gens avec une forte personnalité, ou en tout cas qui réussissaient à, je sais pas, qui avaient cette espèce de je ne sais quoi, de truc de charme, comme ça, euh, inexplicable, et donc une espèce aussi d'intelligence de personnalité. Et quand je dis intelligence de personnalité, c'est euh, savoir quoi dire à tel moment, savoir euh, se rendre bête à tel moment, savoir faire telle blague à tel moment, et même en fait ce qui rend des discussions totalement banales et quotidiennes, et ça les rend regardables en fait. Parce que ces personnes-là ont un charme, ont, en tout cas, ont c'est quelque chose qui a été découvert par ces directeurs de casting. Bref. Et du coup, là, je dis pas que tout le monde est très ennuyant et tout dans cette saison, mais ça l'est un peu en fait. C'est très plat. C'est très plat. Et je trouve ça dommage. Et en même temps, j'essaie de me dire que en fait, c'est peut-être aussi mon côté. Euh, J'essaie un peu de aussi déconstruire ce. Enfin, déconstruire, c'est un grand mot, mais en tout cas, m'arrêter sur cette question de euh, pourquoi c'est mieux quand c'est des personnes un peu de classe populaire. Est-ce que c'est parce que ça me parle plus? Est-ce que parce qu'ils ont un langage qui me parle plus? Est-ce que parce qu'ils ont aussi moins peur d'un certain jugement social? Ou est-ce que en fait c'est un truc très pervers de la part de nous, de la prod, de que sais-je, de vouloir avoir des personnes de classe populaire dans ce type d'émission? Et au-delà de Secret Story, je pense aux anges, etc. Euh, Est-ce que c'est parce qu'en fait, quand t'es issu de classe populaire, bah t'es plus facilement apte à, je sais pas, à te clasher avec d'autres gens parce qu'en fait, t'as été dans un environnement violent? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça tient debout. Euh, Peut-être que c'est pas une question de classe sociale et juste une question de personnalité en fait. Euh, et aussi, là c'est vraiment moi en mode, pas woke, mais en mode Twitter woke.
de la diversité, en fait. Elle est où, là? Parce que là, vous nous avez mis un mec rebeu, il y a une métisse, une renois, une asiate. Il n'y a pas de personnes gays, quoique. Euh, et voilà. Quand je vous dis que ça ressemble à un casting Fort Boyard, voilà. Alors que de base, quand même, c'était ça aussi la force de cette émission, c'est d'avoir des profils, pas atypiques, mais en tout cas des profils qui justement coexistaient de manière un peu douloureuse et qui créaient ces scénarios un minima intéressant. Ce qui n'est pas le cas ici, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de peur, un truc un peu... j'ai l'impression que la prod est un peu frileux, que, en tout cas même la chaîne de télévision est peut-être un peu frileuse de, de débordement et de pas avoir le contrôle en fait, de perdre le contrôle sur certaines personnalités. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui a fait c'est ce qui a créé des grands moments de télévision, c'est aussi des moments en fait la prod ou même bref la chaîne de télévision ou que sais-je perd le contrôle sur certaines personnes, candidats, dans ce qu'ils disent, de comment ils se comportent, etc. C'est là que c'est intéressant et c'est là que ça donne des moments vraiment de télévision et un peu d'humanité quelque part. Mais là, en fait, dans ce contexte-là, il y a un truc très contrôlé, très lisse. Bah, on n'a pas envie de débordement. Euh, et voilà. Sauf qu'en fait, c'est une télé-réalité. Et on est en 2025 et on a beaucoup de monde en Twitter, Insta, etc. On voit des images violentes tous les jours. On a des problèmes d'attention. Et il faut jouer le jeu, en fait. Si t'es une émission, il faut jouer le jeu. Oui, je pense que si je travaillais à la prod de Secret Story, je serais quelqu'un peut-être d'horrible, en vrai. Peut-être. Mais je pense que l'émission marcherait beaucoup mieux. En vrai... Ouais. Bref. Prenons quand même, disons, un truc... En fait, désolé, ça a été un podcast sur Secret Story, je crois. Euh, et prenons quand même quelque chose de positif dans cette histoire. C'est que il y a une candidate qui s'appelle Romy et qui est cette meuf qui avait fait un peu le buzz parce elle est dans une vidéo qui avait grave tourné une espèce de micro-trottoir concernant un forfait SFR, que sais-je. Moi, cette vidéo, je la connais. Je la connais, c'est ma génération. C'est vraiment, pour moi, j'essaie de trouver un équivalent contemporain, enfin contemporain, qui date de cette année ou de l'année dernière. En fait, c'est vraiment une ref. En vrai, j'abuse. J'allais dire, c'est comme Brat. J'abuse de fou. Mais c'est vraiment une vidéo. En fait, pour les anciens, je sais pas si certains se souviennent de. euh, Il y avait des émissions à la télé, genre qui faisaient des espèces de compilations, des vidéos drôles, qu'on pourrait appeler des mèmes maintenant, etc. La vidéo où il y a Romy dedans, euh, pour moi, elle est vraiment dans le top 3. Ça a vraiment. Quand je l'ai entendu parler et que je l'ai vu, j'étais en mode. C'est elle en fait, c'est elle. Ok. Ça pour le coup, c'est peut-être le plus gros point positif de cette émission, en tout cas, et de ce casting, c'est de se dire à quel point culturellement c'est fort de cette meuf qui avait tourné sur internet il y a genre 10 ans, 10-15 ans, et qui dans cette vidéo précise dit et demande, et c'est un peu le gag du truc, c'est elle demande si elle passe à la télé, le mec dit non, et elle est en mode ça m'intéresse pas, et elle part. Et que là, du coup, elle se retrouve, non pas seulement qu'à la télé, en fait, elle se retrouve filmée 24 heures sur 24, et pendant des semaines à la télévision. Euh, enfin. Et ça, pour le coup, pour moi, c'était
c'est vraiment... En fait, c'est le seul point positif, je pense. C'est le plus gros point positif en termes de casting. Pour moi, culturellement, c'est énorme. Et c'est comme la meuf... J'essaie de trouver des exemples, en fait. C'est comme la meuf... euh, une meuf américaine qui s'était filmée en train de danser à l'Apple Store, en se filmant, genre avec un MacBook, je crois, ou sur Photobooth. Bref. Euh, et cette vidéo est très très connue. Peut-être je mettrai des screens en fait, si je peux. Euh, ok, je mets un screen. Cette vidéo-là, et je crois que cette fille a refait la même vidéo, mais genre 10 ans après. Et la même chorégraphie. En fait, c'est vraiment ce moment comme ça euh, de culture qui arrivent et sont juste, euh, qui sont juste pas beaux, mais hum, qui sont un peu, c'est un peu fascinant. C'est un peu fascinant. Et donc là, la Romy, au-delà de cette histoire-là, elle fait partie aussi des gens, je trouve, intéressants dans la maison des secrets. Bien que, voilà les secrets, s'il vous plaît, il y a un secret, c'était... J'ai dormi dans une voiture pendant 6 mois. Bah, allô, oui, bah, Macron, bien sûr, oui. Oui, bah, enfin, c'est horrible, et voilà. Mais, en fait, c'est comme si j'arrivais, je disais, mon secret, j'habite dans une résidence Crous. Bah, oui. Je vous rappelle qu'avant, les secrets, c'était, on a été échangé à la naissance. J'ai survécu à un crash d'avion, genre. Je suis la sœur cachée du président, des trucs comme ça, genre. Et là, c'est en mode, je suis échelon 4, ma bourse Crous. En fait, le truc, c'est que en fait, ça aurait vraiment pu être un truc culturellement trop bien, Secret Story là. S'ils avaient vraiment joué le jeu de la transparence et de vraiment participer à cette espèce de, je sais pas, à jouer avec les plateformes, mais en tout cas d'accepter de travailler main dans la main avec Internet, de pas juste être ce format télévisuel un peu au-dessus, un peu méprisant et qui genre fait juste son truc, ça aurait été intéressant en fait. Qui est, je sais pas, quelque chose fait avec Twitter, quelque chose fait avec Twitch, que sais-je. Non, rien. Très bien. Et en même temps, je me dis peut-être que le public, en fait, qui est le public de Secret Story, en fait? J'ai l'impression que c'est le même public que la Star Academy. Et c'est pas pour dire, la Star Academy, euh, qui a gagné la Star Academy? Je me souviens plus de la meuf qui a gagné la Star Academy, mais beaucoup avaient dit, c'est l'autre meuf qui aurait dû gagner, et celle qui a gagné, c'est une meuf blanche, et elle était face à une meuf noire, qui apparemment était quand même très très douée. Moi, j'avoue, j'ai pas regardé, donc je sais pas. Euh, et j'ai juste regardé deux trois vidéos et je me suis dit, j'ai envie de dire la montée du fascisme arrive, mais ça me saoule parce que j'ai l'impression de sonner comme un complotiste, donc j'ai un peu la flemme. Il faudrait que je regarde tout Star Academy pour vous donner un vrai jugement. Est-ce que j'ai... Non, 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 non.
Je préfère regarder une saison entière de Fort Boyard que de regarder la Star Academy, honnêtement. Euh, Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté les musiques sont horribles. Les musiques sont horribles. Je sais pas, c'est une espèce de tradition de manque de goût musicaux, musical dans ces émissions. Pourtant, quand c'est les anges, ce genre de choses, je crois que ça me dérange pas tant parce qu'il y a un charme un peu de genre voilà, ils sont à Miami, c'est un peu cheap. Bon bah voilà, la musique va avec. Là, non, il y a une espèce de fausse curation, ils sont dans une maison, on veut rendre un peu ça esthétique, mais en même temps, l'esthétique, c'est la même depuis genre 2005, de rose, bleu, méfiez-vous des apparences, la Joconde, etc. Je suis en mode... en fait, ils sont trop frileux. Là, en fait, gardez le même concept, mais soyez contemporains. Et bref, des musiques du top 50, je suis en mode... À un moment, il y avait Addison Rae, je crois. J'étais en mode, bon... Mais en fait, j'aimerais tellement que... Je sais pas, mettez-moi du... Mettez du Hamza, mettez, je sais pas, du PNL, mettez du Aya. Il y avait un peu de Aya, mais mettez aussi des... Moi, mon rêve, c'est aussi qu'ils mettent des trucs... je sais pas, ils mettent du Okelou, qu'ils mettent du Philippe Glass, qu'ils mettent du Aphex Twin. C'est mon rêve. C'est mon rêve que le mec de la musique qui s'occupe de la musique dans Secret Story pète un plomb et qui sont en mode on va mettre que du Aphex Twin pour la quotidienne là d'aujourd'hui. Que du Aphex Twin en mode ambiant. Le rêve. Ce serait bien plus intéressant, bref. Ouais. Musique horrible. J'ai noté vrai problème de montage. J'ai un vrai problème de montage. Pardon, là c'est vraiment un tribunal de Secret Story. Hein. Voilà, vrai problème de montage. Les amis, je vous rappelle qu'on est quand même habitué à regarder maximum 40 secondes d'un TikTok. On a besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, vous jouez vraiment le jeu de plan fixe, presque contemplatif, de discussions banales. Mais même ça, ils peuvent pas le faire parce que les discussions banales qui sont censées devenir presque intéressantes parce que si le casting était bon, les discussions banales seraient intéressantes, ils peuvent pas le faire parce que le casting n'est pas tant intéressant que ça. Et quand je dis ça, j'ai l'impression d'insulter les candidats, c'est pas le cas, c'est juste... C'est la faute des casteurs, des directeurs de casting. Bref. Et puis enfin, je pense que je m'arrêterai sur ça. Et c'est aussi ce qui a été, je pense, très révélateur. C'est le fait les candidats, qu'ils soient très conscients de leur image. Et ce qui est logique, et ce qui est aussi un signe de pourquoi Secret Story devrait aussi changer sa formule, c'est que quand ça a commencé, au tout début, que ça s'appelait même pas Secret Story, ça s'appelait genre le Loft ou que sais-je, de toute façon, ils savaient même pas si ça allait marcher. Ensuite, ça a un petit peu marché, et puis les candidats se rendaient même pas compte encore de comment ça allait changer leur vie, de ce côté, de la dimension médiatique, d'image, de leur starification, qui en fait vient un peu de nulle part, mais seulement d'une relation parasociale qu'ont les spectateurs avec eux. Les influenceurs existaient à peine à ce moment-là. Bon. Ensuite, les années ont passé, on s'est rendu compte que, en fait, tu pouvais être connu en faisant des émissions. D'accord. Mais tu étais juste connu, en fait. Et encore, ton métier était un peu flou. Tu faisais des showcases, je sais pas, tu étais invité en boîte de nuit, que sais-je. Tu faisais l'interview de Jérém Star dans son banc, je sais pas. Et puis le temps a encore passé. Et c'est là, je trouve qu'il y a vraiment une dégringolade. Je pense que ça s'est un peu ressenti dans la télé-réalité, mais peut-être pas que française, hein, peut-être partout. Et encore, je dis ça, je suis pas le plus grand consommateur de télé-réalité, mais à partir du moment où il y a les réseaux euh, qui ont vraiment pris beaucoup de place et qui surtout ont été monétisés, on s'est rendu compte qu'on pouvait en fait faire de l'argent via Snapchat, Insta, TikTok maintenant, etc. Que en fait le casting est devenu les candidats et les castings de ces émissions ne sont plus intéressants parce qu'en fait ils sont beaucoup trop conscients de
euh, de l'après, de leur image, ils sont conscients de... euh, eux-mêmes se voient à la troisième personne en fait. Eux-mêmes sont conscients d'être des produits et ils sont déjà en fait en train de préparer leur sortie. Ce qui fait que l'espèce de... Pas authenticité, parce que c'est jamais authentique, mais espèce de... En tout cas de... Cette dimension un peu brute, banale du quotidien, de gens en fait qui au bout de 3 jours oublient qu'ils sont filmés tout le temps, ou en tout cas qui ne sont plus dans un effort de se tenir ou d'être du bon profil ou de que sais-je. Tu sens que en fait là si en fait là ils sont conscients, ils le restent. Et je pense que j'ai vu un extrait sur Twitter de je sais plus quel candidat qui disait ouais je veux trop des edits ou tu vas avoir des edits et chacun plusieurs candidats ont parlé de ce truc genre ouais tu vas avoir des edits, t'as des edits, non non non, les edits TikTok. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, je pense que en vrai si vous me suivez c'est que vous savez ce que c'est, mais qui sont une espèce de petites compilations d'images de 10 secondes qui va très vite et qui un peu encense souvent un personnage de fiction ou une personne. Euh, et le fait qu'ils soient autant conscients de comment nous les téléspectateurs, on les perçoit et ce qu'on va faire nous de leur image, euh, ça, ça casse un peu le troisième mur. Non, ça casse un peu une espèce de magie ou un peu d'illusion. Voilà, on regarde des gens vivre en fait. Mais en fait, c'est presque eux qui nous regardent, les regarder vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plus nous juste qui les regardons vivre, c'est eux qui ont des attentes sur nous qui les regardons vivre. Parce qu'en fait, eux, bah, ils ont des plans après, en fait. La moitié va devenir streamer, je sais pas, d'autres vont, je sais pas, vont devenir influenceurs, et puis genre, et puis voilà. Et c'est pour ça que la formule Secret Story ne marche plus, en fait. On a beaucoup trop conscience de nos images, et surtout les images et le libéralisme sont maintenant totalement main dans la main, si ce n'est pas la même chose, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc il faut changer la formule en fait. Secret, changer la formule. Bref. Bien que le truc d'avoir des secrets, c'est bien. Moi, je trouve ça bien d'avoir des secrets. Et c'est surtout encore plus symbolique, cette idée de secret story, d'avoir un secret qu'on doit défendre dans un contexte où on est totalement suivi, surveillé, tracé, où tout est public, tout est montré, tout est filmé, tout est... Et que ce concept de secret devient de plus en plus rare. Euh, c'est génial, jouons sur ça en fait, il faut jouer sur ça. Sur vraiment cette notion de secret en fait, qui devient de plus en plus rare dans une société totalement surveillée 24/24. J'ai trop envie de créer une émission en fait, je crois. Mm. Je m'excuse pour ceux qui ça doit pas du tout intéresser. Et désolé. Mais franchement là, les 6 heures de regarder, c'était... Fallait que ça sorte quoi. Fallait que ça sorte. Oui. Et évidemment, j'ai dû oublier des choses. C'est sûr, voilà. Là, je lis des choses que je ne vais pas dire parce que, bon, c'est un peu, voilà. Et surtout parce que ça fait 40 minutes que je parle. Euh, je finirai sur ça. Je dirais que j'ai du mal avec le fait qu'on résume un peu trop vite ce type d'émission, bien que c'était beaucoup plus le cas avant et beaucoup moins maintenant, de culture du vide. De culture du vide. On est vraiment devenu feignant avec ce mot. C'est vraiment un mot corbeille. On est vraiment devenu feignant avec ce terme qu'on utilise à tout va, sans comprendre pourquoi euh, ces, ces émissions existent et surtout quel impact elles ont. Et comme si, en fait, parce que c'est la culture du vide, et moi je pense pas.
je suis même pas consommateur de ça. Mais il faut quand même être... faut vivre dans une grotte, avoir la tête dans le sable pour euh, renier le fait que ces émissions ont un impact culturel. Évidemment que c'est un impact culturel. Évidemment que c'est un impact sur le langage, sur la manière dont, dont les gens vont réceptionner les images qu'ils vont voir. Surtout que c'est un public jeune qui est en train de se construire. Évidemment que c'est un impact culturel énorme. Et au-delà de ça, je pense que c'est un impact aussi politique. Et c'est pour ça que ce casting est pour moi pas problématique. Je sais pas comment ça va utiliser des grands mots, ça sert à rien. Mais il est inintéressant. Je suis un peu dur en vrai quand même. En tout cas, je pense que ces émissions-là sont quand même des reflets, bien que orchestrés, ficelés évidemment par une prod, castés, voilà, 15 personnes. Mais ça restait au moins un espèce de miroir de la France. Et là, si la France ressemble à ça, pas physiquement ou quoi, hein, mais si c'est ça, je sais pas, vraiment, je vous jure, quand je l'ai vu, quand j'ai vraiment regardé au bout de 2 heures, je me suis vraiment dit, mais c'est tellement, c'est tellement la France. Aujourd'hui, genre, tu sens qu'il y a une espèce de, il faut que tout soit lisse et genre vraiment la montée du fascisme. Et je sais, c'est une espèce de formule Twitter trop facile à dire, tu peux dire n'importe quoi en mode, il y a de plus en plus de moustiques dehors, c'est un signe de la montée du fascisme. Oui, tu peux dire ça pour tout et n'importe quoi, mais là, pour le coup, hmm. Bref, je vais arrêter de parler, ça fait 45 minutes. Euh, Merci de m'avoir écouté. Je vais refilmer demain avec comment dire. Je vais essayer de parler de plusieurs choses. Ça va bien parler quand même de la Palestine, de Rima. Mais bon, à voir comment j'en parle. J'ai pas envie d'en parler gratuitement. Enfin, pas gratuitement, mais au moins en tirer quelque chose. Euh, et oui. Et puis je parlerai de plusieurs choses comme d'habitude. Là, j'avoue que c'était vraiment exclusif Secret Story. Pardon. Écoutez, sur ce, le soleil va bientôt se coucher. Profitez un tout petit peu de la lumière avant qu'elle s'éteigne. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Et puis, ce que je vous conseille, c'est si vous aimez un peu la télé-réalité, peut-être regarder la saison 5 ou 6. Je sais plus laquelle. Regardez la saison de I Am. Ouais, c'était vraiment une bonne saison. Bref. Sur ce, à bientôt. Et